Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Pensez l'éducation physique et sportive de demain. C'est dans ce but qu'étaient organisées les assises de PS à Rennes ce week-end. Que faut-il en retenir? On en discute dans un instant avec nos invités. Si j'étais président, comment ferais-je pour lutter contre les inégalités? C'est cette question qui a été posée à des jeunes de 11 à 25 ans par l'Observatoire des inégalités qui a organisé un concours. 2 lauréats seront avec nous sur ce plateau. Enfin, comme chaque lundi, on retrouve la chronique de Loïc Landreau. Aujourd'hui, il nous parlera des châtiments corporels qu'on infligeait avant aux élèves à l'école. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Et cher Mickaël, on commence. Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front du Covid dans les écoles. La semaine dernière, plus de 80 000 élèves et plus de 10 000 profs ont été testés positifs au coronavirus. C'est 2 fois plus que la semaine précédente. Mais selon Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, joint par Europe 1, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Forcément, le variant circule plus chez les jeunes que chez les adultes qui sont vaccinés. Ceci dit, c'est pas forcément très grave pour les enfants eux-mêmes, qui font relativement peu de formes graves. S'il y a une gravité, c'est parce que ces enfants-là peuvent contaminer des adultes qui, eux, ne seraient pas vaccinés, soit parce qu'ils le refusent, soit parce qu'ils sont mal vaccinés. Il faut que les gens soient vaccinés, tout simplement. Il ne reste plus que quelques heures aux élèves de terminale pour formuler leurs vœux dans Parcoursup. Encore quelques heures de réflexion et de stress pour les élèves de terminale qui ont jusqu'à 23h59 ce mardi pour le faire. Alors quelques conseils de dernière minute, pensez bien à formuler plusieurs vœux. Il est fortement déconseillé de n'en formuler qu'un seul. Attention en revanche à ne pas tomber dans l'excès. Il ne faut rajouter et confirmer que des formations où l'on souhaite vraiment s'inscrire. Et puis pour finir, n'hésitez pas aussi à consulter des formations similaires à celles sélectionnées par le site. Des formations avec des intitulés différents qui peuvent parfois vous permettre de réaliser le même projet professionnel. On se perd un peu dans tout ça, mais enfin bon, on leur souhaite bonne chance aux étudiants. Dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, l'un des fils du prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui a été placé en garde à vue ce week-end. Garde à vue entamée samedi en fin de matinée. Il s'agit de savoir quel était son degré de connaissance des projets de son père. Abdelhakim Sefrioui est accusé de complicité dans l'attentat islamiste ayant coûté la vie au professeur de géographie. Dans le reste de l'actualité, si l'écologie était enseignée à l'école comme une matière principale. C'est une proposition portée par l'association Water Family qui a publié un manifeste et un appel à signature. Plus de 1000 personnes l'ont signé déjà. On y retrouve entre autres Laurie Tillman, Isabelle Peloux, encore Gilles Boeuf. Il est professeur de biologie à la Sorbonne et porte-parole de l'association Water Family. Interrogé sur France Inter, il insiste sur la nécessité de pousser ce sujet dans les débats à la présidentielle. Tous les partis devraient en faire si vraiment, au fond d'eux-mêmes, ils pensent améliorer la relation entre le vivant aujourd'hui et ce qui les entoure. Et la phrase la plus claire, c'est qu'on n'est pas là pour sauver la planète, qui s'en fout complètement. On est là pour que l'humain retrouve de l'harmonie dans ses modes de vie et dans ses relations aux autres. Et c'est pour ça que l'écologie reste une science qui est pour moi la plus... Elle est très pluraliste, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement. Il y a des sciences dures, de la physique, des mathématiques, de la chimie, de la biologie, de l'écologie. Mais il y a aussi des sciences humaines et sociales dans l'écologie. Chaque changement environnemental, climat ou vivant, a un impact sur la société. Écologie toujours, c'est le printemps, c'est une saison idéale pour faire découvrir la nature aux enfants. Oui, une saison idéale pour se promener, apprendre à observer les oiseaux, les insectes, mais aussi les fleurs. Sophie Nadeau est professeure de botanique à l'université Paris-Saclay. Elle participe aussi à des ateliers pour les enfants d'initiation aux sciences. Sur France Inter, elle a expliqué que les couleurs des fleurs étaient une bonne façon d'intéresser les enfants aux vivants, les couleurs qui ont une fonction bien précise. Alors les couleurs, ça sert à attirer les animaux qui vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Parce que les fleurs, ce sont les plantes, plus exactement, sont des organismes immobiles, contrairement à nous, mammifères, et elles ne se déplacent pas. Alors, pour parer à ce petit inconvénient, elles ont développé des tas de stratégies pour se servir de vecteurs, d'autres d'organismes vivants, donc des insectes en grande majorité, pour transporter le pollen, et puis aussi d'autres animaux pour faire transporter leurs graines. Alors ça peut être des organismes vivants, on a parlé des insectes, mais ça peut être aussi le vent. Merci Mickaël. Merci, la nature est formidable. Tout à fait, on s'arrêtera sur ce mot-là.
Que retenir des assises d'EPS qui avaient lieu ce week-end à Rennes? On en discute tout de suite avec notre invité, c'est la question du jour. Et pour en parler, eh bien, je suis ravie d'accueillir Léa Gottsman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'EPS à l'ENS de Rennes. Et face à vous, Erwan Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur d'agrégé d'EPS aussi à Rennes. Et c'est sympathique parce que, vous savez, tous les jours, le but du Grand JT d'éducation, c'est d'être proche de l'actualité, au maximum de l'actualité. Ils ont pris un train ce matin pour être là aujourd'hui, venir avec nous et parler justement de la place du sport à l'école, la place du sport dans l'éducation, comment le repenser. On va débattre de tout ça tout de suite ensemble. Vous étiez tous les deux, donc ce week-end, aux assises d'EPS qui se déroulaient à Rennes. Alors déjà, pourquoi avoir organisé ces fameuses assises, la Gottsman? Pourquoi? Il y a plusieurs éléments. D'abord, les enjeux aujourd'hui autour de l'EPS à l'école, ils sont importants. Il y a un ensemble de pressions et de tensions sur l'EPS, une tendance à vouloir externaliser ou en tout cas à réduire les moyens, notamment dans le primaire. Pourquoi alors déjà externaliser, réduire les moyens? Pourquoi? Parce que c'est pas, on n'assume pas l'importance de l'EPS ça faudra à l'école. demander aux décideurs politiques, mais en tout cas il y a quand même des enjeux qui sont importants, d'aller chercher beaucoup le monde du sport à côté, plutôt que de se dire qu'on a des enseignants d'EPS dans la structure scolaire qui sont largement compétents pour pouvoir accompagner et faire en sorte que les élèves aient une activité physique et surtout aient envie de pratiquer une activité physique sur le long terme. Donc c'est évidemment le contexte un peu social et politique qui nous a amenés à se lancer dans cette consultation participative sur tout le territoire. C'était aussi l'idée de donner la parole à ceux qui ne l'apprennent pas d'habitude et aux professionnels de terrain qui sont au quotidien avec leurs élèves. Alors vous étiez combien à ces fameuses assises et qui était là? Il y avait des professeurs, j'imagine, évidemment, mais qui d'autres? Il y avait aussi pas mal d'étudiants. Alors on était un peu moins de 200. On était en fait, c'était vraiment la finalisation de ces assises. Après, c'est tout ce qui s'est joué en amont. Il y a eu quasiment 37 événements qui sont passés dans toute la France pendant un an. Plus de 1200 participants sur toutes ces tables rondes-là dans les académies. Donc c'est surtout ça qui compte, c'est la démarche qu'il y a eu avant. Là, ce week-end, c'était plus pour restituer tout ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti de ces fameuses assises? Il y a eu un consensus? Vous étiez tous d'accord sur les 200 ou pas? Est-ce qu'il y a débat? Alors, il y avait des points de débat, des points de consensus qui avaient émergé en fait des consultations académiques qu'il y avait eu en amont. Il y a également eu un questionnaire en fait qui a circulé pendant un an, auquel pouvaient répondre les parents d'élèves, les élèves, des futurs professeurs d'EPS, les professeurs d'EPS, des parlementaires, les inspecteurs, des professeurs à l'université. Et donc en fait, durant ce week-end, on est parti justement de ces points de débat et de ces points de consensus pour essayer de faire émerger des propositions. Alors en ce qui concerne les propositions qui ont pu émerger, il va falloir maintenant un petit peu les mettre en forme, donc on ne va pas trop pouvoir vous les dévoiler parce que ça nécessite un temps d'analyse suite à ce week-end. Bon, on va en parler quand même un petit peu. Oui, bien sûr. On est là justement pour évoquer les vraies choses. Déjà, vous me parlez de ce questionnaire, c'est passionnant parce que je suis allée voir effectivement sur le site, vous en doutez bien, et donc j'ai essayé de tenter de rentrer sur ce questionnaire, mais je ne sais pas, peut-être que suite à la fin des assises, ils se sont dit non, ça y est, c'est fini, non, il faut une clé, il faut le sécuriser. Non, on l'a clôturé en amont pour pouvoir justement s'appuyer dessus aussi pour les échanges. Alors forcément, vous aiguillez ma curiosité. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je veux savoir. Ce qu'il y avait dedans, alors déjà des questions relatives à la localisation des répondants, parce que c'est très important d'avoir une visibilité sur l'origine des réponses, donc il y avait des questions de ce type-là. Et puis après, on a demandé des questions relatives à la formation initiale, formation continue, des degrés de satisfaction. On a demandé aussi des degrés de satisfaction par rapport au volume horaire alloué aux différents temps de la scolarité, à l'école primaire, au collège, au lycée, aux différents temps de la certification aussi, après, en amont relativement au DNB, au socle, au baccalauréat. L'objectif, c'était plutôt de faire le questionnaire, c'était en amont. On a profité aussi du contexte Covid pour commencer à lancer la démarche, même si on ne pouvait pas faire les événements dans les académies. Donc c'était plutôt aussi un état des lieux un petit peu de la perception de l'EPS par les professionnels, les parents d'élèves. Alors parlons-en justement, c'est la première question. La perception de l'EPS de manière générale. Pour tous ceux qui sont extérieurs au monde de l'éducation physique et sportive et au monde de l'éducation de manière générale, c'est vrai que le sport paraît extrêmement important dans la vie de tous les jours et pourtant, pour autant, à l'école, on dirait une matière comme une autre, mais bon, finalement, la notation, on s'en fiche un peu, on le fait parce qu'il faut le faire. C'est assez mal... Il n'y a pas de mauvaise image, mais c'est pas perçu comme ça devrait l'être, finalement. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain ? Je pense que c'est quand même une discipline qui est valorisée localement dans les établissements, c'est-à-dire qu'on voit bien l'impact que ça a sur les élèves, on voit bien la relation particulière que les enseignants ont avec leurs élèves.
On voit très bien les enjeux autour de ça. Après, il y a quand même des questions qui peuvent se poser sur le fait que est-ce qu'elle concerne tous les élèves ? Il y a quand même des élèves qui sont dispensés ou qui ne participent pas forcément à cette discipline-là. Il y a aussi le regard, effectivement, qu'on peut porter dessus, qui est un peu peut-être parfois un défouloir plus qu'une vraie discipline à part entière. Donc, je pense pas qu'il y a plus personne qui se dit que l'EPS n'a pas sa place à l'école. Par contre, la question, c'est peut-être plutôt sur son fonctionnement, qui intervient. Là, il y a plus des tensions qui se posent dans le contexte actuel, parce qu'il y a des baisses de moyens aussi dans l'investissement public. Et donc, c'est plutôt ces questions-là sur lesquelles on a voulu s'intéresser pour dépasser un peu les constats d'habitude et aller vers les enjeux de demain. La baisse de moyens joue sur quoi, par exemple ? Sur la formation, justement, des professeurs ? Sur la formation, énormément. Ça a été, il y a eu vraiment une table ronde là-dessus hier sur le fait qu'on a une diminution des moyens en formation initiale, en formation continue, et qui a un impact important puisqu'on a des enseignants qui s'engagent, qui essayent de s'engager, qui sont passionnés pour ça, mais qui manquent de temps et manquent de moyens pour pouvoir se former aussi aux enjeux de demain, que ce soit les enjeux sur la santé, l'environnement. Il y a encore peu de formation aussi sur ces questions-là, alors que c'est ce qui va être le cœur des prochaines années. Vous avez le sentiment que les maths, le français, l'histoire géo sont des matières à part entière et l'EPS moins à l'école ? Alors en fait, je pense que parfois à l'école, il peut y avoir une confusion entre le sport et l'EPS. En fait, c'est-à-dire que on peut pratiquer tous les soirs, si on veut, dans un club sportif, le sport. Or, en EPS, en fait, c'est le sport, les activités sportives, c'est un support. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'aider les enfants, les adolescents, à développer leur corps, à apprendre à se servir de leur corps, mais dans une perspective qui n'est pas une perspective exclusivement de pratique sportive. C'est-à-dire il y a tous les enjeux sanitaires lié au corps. Le corps, on va vivre avec toute sa vie et il faut l'entretenir, il faut le conserver en bonne santé. Donc il y a tout un tas d'habitus à développer autour de ce corps justement pour adopter des postures qui soient sécuritaires, pour pouvoir accéder à des pratiques sociales qu'on peut justement découvrir en dehors de l'école. Et en fait, l'EPS ne se résume pas au sport. Le sport, c'est un support qui permet d'ouvrir les élèves à la société et il y a la prise de conscience de ce fameux corps. La prise de conscience de ce fameux corps qui permet en fait d'entretenir sa santé. Et ça, c'est un mot qui a été très fort au cours de ce week-end. C'est vraiment l'idée de prendre soin de soi et d'apprendre à le faire. Et l'EPS, c'est la seule discipline qui le fait en acte. Et ça, vous êtes entendu là-dessus, c'est-à-dire que les directeurs d'établissement aussi, tout comme le personnel de l'administration et du ministère de l'Éducation, sont conscients de ça, conscients des besoins qui sont révélés par rapport à vos assises ? Alors, on va les diffuser avec eux. En fait, on a un comité de pilotage national au tout début de la démarche qui a été constitué avec les représentants de toutes les institutions, donc l'inspection générale, les syndicats, la EPS, qui est une association qui est importante dans le milieu. Voilà, il y avait un ensemble de partenaires autour de nous qui nous ont accompagnés et qui vont nous aider aussi à diffuser la démarche a posteriori. Mais ça veut dire que vous pourriez peut-être discuter et travailler de concert avec le ministère de la Santé ? Ah bah tout à fait. Oui ? De quelle manière ? Ça, j'en sais rien. alors, a priori, Erwan Delahaye a son idée là-dessus. Comment vous pourriez travailler justement avec le ministère de la Santé ? C'est-à-dire qu'il y a des enjeux en EPS qui sont très transversaux et qui ne se limitent pas à l'EPS. C'est-à-dire que, comme on l'a évoqué avant, l'idée c'est d'aller vers la création d'un habitus santé. Donc les professeurs d'EPS ne sont pas non plus des spécialistes de tout ce qui relève de ces questions-là. Donc à partir du moment où un ministère tel que celui de la Santé a des clés, des outils à nous apporter à la corporation qui permettent d'être plus efficaces et de réaliser un travail préliminaire pour qu'ensuite, dans leur vie future, les futurs étudiants, futurs adultes ensuite sachent vers quoi s'orienter, connaissent les principes qui permettent de rester en bonne santé. Après, ils sauront se tourner vers les acteurs qui eux, sont plus compétents que les professeurs d'EPS là-dedans. Donc ça voudrait dire que, par exemple, le fameux 5 fruits et légumes par jour, les habitudes alimentaires, les habitudes de sommeil aussi, enfin tout ce qui touche finalement, vous le disiez, à la santé en général des élèves, ça pourrait aussi faire partie des cours d'EPS, des cours d'éducation physique et sportive. Après, je pense que c'est déjà le cas quand c'est les inscrit dans les enseignants programmes, ça. Déjà, ouais. Après, il faut faire attention aussi à pas tomber. Au quotidien, on le voit, ça, c'est réel. Oui, il y a plein d'enseignants qui s'engagent sur des démarches santé interdisciplinaires dans les établissements pour justement travailler sur les différents aspects de la santé, l'activité physique, l'alimentation, le rapport aux autres. Donc,
Je pense que ça, c'est déjà fait, mais il ne faut pas non plus tomber dans une vision utilitariste de l'EPS qui serait uniquement à destination de la bonne santé, on va dire. On ne se pose pas la question sur les autres disciplines de leur utilité directe comme ça sur des enjeux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ces assises-là, c'est pour faire un point sur les enjeux auxquels elle doit répondre et en même temps protéger aussi ce bien commun-là, parce que ça reste une discipline scolaire qui est concernée pour tous les élèves. L'EPS, c'est aussi le lieu où on forme les futurs professeurs comme vous d'EPS de demain, et puis aussi les futurs sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est le cas vraiment ? Alors, je ne suis pas certain que l'objectif de l'EPS, ça soit de former les futurs sportifs de haut niveau. Ça démarre là, non ? Alors, on peut donner goût aux choses, on peut faire découvrir des choses. Maintenant, l'objectif de l'EPS, c'est qu'elle s'adresse à tous les élèves. Donc, tous les élèves, ça peut être aussi des élèves en situation de handicap, des élèves obèses, des élèves qui n'ont pas une appétence initiale pour le sport. Donc, on ne va pas pouvoir... Disons qu'il y a des structures de formation qui sont faites pour former les sportifs de haut niveau. Certes, mais le démarrage, moi je suis à l'école, je découvre les maths et du coup j'ai une passion pour les maths. C'est peut-être comme ça que je deviens mathématicienne plus tard. Pourquoi l'EPS pourrait aussi permettre ça ? Eh bien ça, c'est susciter une vocation. Et voilà. Mais pour autant, c'est pas former un mathématicien qui va recevoir la médaille Fields que d'aller en cours de maths en première ou en terminale. On n'en parle pas pour les maths, par exemple, de ça. C'est vrai qu'on associe beaucoup le sport, comme les débats de cet été qu'il y a eu avec les JO. À l'EPS, c'est les sportifs de haut niveau, mais sur les autres disciplines, on ne se pose pas cette question-là. Pas comme ça, en tout cas. Donc évidemment que c'est une ouverture culturelle au sport et au monde du haut niveau. Il y a des structures, des sections qui permettent ce lien-là. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de se dire que ça concerne tous les élèves. Et il y a ce que disait Erwan, il y a des élèves qui passent à côté, alors que c'est eux qui auraient le plus besoin d'EPS. Les élèves en surpoids, les élèves avec des handicaps physico-moteurs, c'est aussi à eux que ça soit... Et alors, qu'est-ce que vous proposez justement pour pouvoir intégrer tous ces élèves ? Eh bien, la thématique de l'inclusion, c'est une thématique qui est vraiment fondamentale. Pour inclure tous ces élèves, il faut que chaque élève puisse trouver du sens dans la pratique de l'EPS. Et donc là, par exemple, vous évoquiez le fait de former des futurs sportifs de haut niveau. Donc finalement, ça revient à définir l'EPS à travers le prisme de la performance. Et ben, ces élèves qui ne sont pas sensibles à la performance, on peut les décrocher très rapidement si on envisage l'EPS qu'à travers ce prisme-là. Donc il faut réussir à trouver des manières de donner du sens à la pratique de l'EPS à ces élèves qui, eux, ne la conçoivent pas à travers ce prisme. Donc il y a plein de solutions. Un élève qui est obèse, déjà, ça peut être bien qu'il s'évalue en EPS de manière autoréférencée. Parce que si cet élève-là, il est toujours comparé aux autres qui, eux, n'ont pas, par exemple, les soucis de poids que lui, il peut avoir, en fait, on le met en échec. Il n'a même pas commencé à pratiquer l'EPS qu'il est déjà en échec. Donc déjà, s'il se compare en permanence à lui-même au cours de sa progression, il peut que aller vers le progrès et ça peut lui donner du goût, ça donne du sens à sa pratique. Ça, c'est un exemple, mais il y a la question du plaisir qui est beaucoup ressortie aussi ce week-end sur l'objectif, c'est aussi que les élèves se sentent bien et aient envie de pratiquer une activité physique. C'est vraiment ce qui ressort quand même des consultations et de ce week-end. Et les professeurs sont exsangues avec cette pandémie terrible et puis avec tout ce qui se passe par ailleurs, de manière générale. Est-ce que c'est aussi le cas chez vous, chez les professeurs de PS ? Est-ce qu'ils ont encore cette appétence et ce goût de la transmission ? Parce que vous le disiez à l'instant, il s'agit aussi peut-être du cas par cas, ou en tout cas de redonner envie et de s'atteler à s'occuper d'un enfant en surpoids ou autre. Il faut pouvoir, c'est du travail en plus encore. C'est du travail en plus et avec des moyens qui réduisent en plus. Donc, ils ont des classes de plus en plus chargées, des moyens dans les structures qui sont réduits. Et donc, évidemment que là, tous les enseignants qui nous ont accompagnés, ils sont passionnés, ils ont envie de bien faire et ils s'engagent tous les jours. Mais quand on voit la réduction des moyens c'est une mission impossible au bout d'un moment. Quand on est dans une classe, il y a plusieurs élèves avec des spécificités ou des besoins particuliers, faut aussi pouvoir les gérer. Donc la question des moyens, même si on n'est pas allé que là-dessus, elle est essentielle aussi. C'est-à-dire réduire le nombre d'élèves dans les classes, augmenter le nombre d'enseignants. Voilà, c'est évidemment avoir accès à des installations de qualité pour tout le monde. C'est évidemment des choses qui sont revenues dans les débats. Évidemment. Les réformes sont permanentes, elles se font. Là, avec les élections présidentielles, on imagine peut-être une certaine continuité, mais peut-être, pourquoi pas même dans la continuité, une réforme quand même au sein du ministère de l'Éducation. Donc, ces réformes s'enchaînent. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment une prise de conscience par rapport aux besoins que vous faites ressortir aujourd'hui ? Erwan ? Cette prise de conscience,
Moi, ce que j'aimerais, là, cette fois-ci à titre personnel, j'aimerais bien qu'elle n'arrive pas le jour où on sera dos au mur. C'est-à-dire que le jour où on sera dans une société où potentiellement par diminution des moyens, par diminution des heures allouées à l'EPS par exemple tout au long du curriculum de formation des élèves par rapport à la diminution des moyens de formation, on ne soit pas dans une société à l'américaine où par exemple le nombre de personnes en surpoids augmente en continu, etc. Donc le problème, c'est que cette prise de conscience, il faudrait qu'on l'ait maintenant. C'était aussi l'objectif de ces assises, de cette consultation. Le questionnaire, malgré le fait que vous n'ayez pu y répondre, il était vraiment ouvert à tous pendant une durée très longue. Et l'objectif, c'est que tout le monde se saisisse à la hauteur à laquelle il est concerné de ces problématiques, de manière à ce qu'on puisse formuler des propositions qui soient des propositions communes à la corporation, mais qui en plus tiennent compte des élèves, parce qu'au final, l'EPS, c'est à eux qu'elle s'adresse, et que du coup, on arrive à formuler des propositions qui soient entendues et qui tiennent compte des avis de ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Et ceux qui sont sur le terrain tous les jours, c'est les professeurs d'EPS. Les professeurs, je le disais tout à l'heure, sont exsangues de manière générale. Je reparlais, c'est la première première thématique de ma question. Est-ce qu'ils ont encore cette motivation ? Est-ce que vous avez encore, vous êtes là aujourd'hui, donc j'imagine que vous avez pris le train et vous êtes là pour parler avec moi aujourd'hui et pour pouvoir justement tirer cette sonnette d'alarme. Est-ce que vous voyez encore cette envie de faire bouger les choses et cette motivation qui est présente ? Je pense que oui, clairement. Après, je pense qu'il y a une tendance aussi qu'elle risque de se réduire s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir agir. Et donc clairement, voilà. Je pense que là, les retours sur la démarche qui a été faite, ils sont très positifs. Il y a quand même, évidemment que ça ne va pas concerner toute la population des enseignants d'EPS, mais en tout cas, il y avait une envie. Tous ceux qui ont participé ont été très contents des retours. Donc, Cette envie, elle est là, c'est indéniable. Quand on habite Nice, qu'on traverse la France pour un week-end à ses frais, pour venir à cette consultation et y participer, ça veut dire qu'on est motivé. Par contre, effectivement, comme le dit Léa, si on a des idées, qu'on se projette et qu'au bout d'un moment, on n'a pas les outils qui permettent d'accomplir ces projets pour lesquels on s'y investit, on crée de la déception. Et Bien si au bout sûr, d'un moment, cette déception elle est trop forte, effectivement, l'envie elle peut diminuer. Juste dernière question, une réponse très rapide s'il vous plaît. La culture du sport, on l'imagine très bien, on la connaît, on la comprend tout de suite, mais est-ce qu'on assimiler le sport à la culture, c'est vraiment l'enjeu de demain finalement ? Le sport, au même titre que les arts de manière générale, la culture, une culture française, la culture aussi du sport. Mais le sport fait partie de la culture. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que vous ressentez aussi c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Le sport, c'est un des objectifs de l'EPS, mais c'est loin d'être le seul, c'est de transmettre une culture. La culture, c'est la connaissance des règles, la connaissance des activités, la connaissance de ceux qui ont fait évoluer ces activités-là, et ça fait partie des missions de l'EPS. Non, je me permets de poser la question parce que justement, on regrette que ce ne soit pas souvent au même niveau. Et donc, voilà, je suis bien contente que ça existe, ces assises. Merci beaucoup à tous les deux, Léa Gosman et Erwan Delahaye, d'avoir été avec nous. Restez avec nous car dans un instant, nous recevrons 2 des lauréats du prix Jeunesse pour l'égalité. Il a été décerné par l'Observatoire des inégalités. On va en parler tout de suite. Merci. Merci. Alors, je suis ravie d'accueillir en plateau Carla Marie Deveau, bonjour. Vous êtes l'une des lauréates du fameux concours Jeunesse pour l'égalité organisé par l'Observatoire des inégalités. On va en parler dans quelques instants de ce concours. Également avec vous, à vos côtés, Benny Malingui, bonjour. Bonjour. Vous avez joué dans le film dont on va parler et que l'on va voir, réalisé par Carla Marie Deveau. Et Tristan Bouvier, bonjour. Vous êtes chargé de communication et de projet. Donc, Jeunesse pour l'égalité à l'Observatoire des inégalités, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Alors là, avec tous ces mots, inégalité, observatoire et tout, on en a plein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà ce que c'est que l'observatoire des inégalités ? On en a déjà reçu quelqu'un qui nous a proposé un Monopoly absolument génial sur les inégalités, mais j'aimerais bien avoir votre mot là-dessus. Oui, donc l'Observatoire des inégalités, c'est une association indépendante dont le but est de dresser un état des lieux le plus compréhensible, actualisé et détaillé possible sur les inégalités. Pourquoi on s'attache à faire ça ? Parce qu'on pense que contre les inégalités, l'information est une arme, et plus on produira d'informations sur le sujet, plus on pourra réduire ces inégalités. Alors là, le projet, c'est Jeunesse pour l'égalité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que on est tous, alors, on soit jeunes ou vieux, de toute façon, on est concernés par l'inégalité. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, vous avez voulu faire un focus sur les jeunes ?
Donc l'Observatoire des inégalités, oui, il y a un site internet, des informations et des rapports. Et pour les jeunes, on organise plusieurs actions, dont le Monopoly des inégalités que vous avez parlé, et le prix Jeunesse pour l'égalité, qui est un concours de création visuelle, soit des affiches, soit des vidéos, destinées aux 11-25 ans. Mais l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes aux inégalités, ou c'est plutôt que les jeunes sensibilisent les plus vieux aux inégalités? Parce que j'ai l'impression que les jeunes sont très concernés par les inégalités. Carla Marie Debeau. Je pense que les vidéos qu'on a produites, ça nous a permis à nous de s'auto-sensibiliser, mais aussi à sensibiliser, je pense, les adultes qui ont vu et à qui on a partagé tous nos projets. Alors justement, vous êtes tous les deux lauréats, c'est ça? 3, Exactement. avec une troisième personne du groupe. D'accord, vous faites partie des lauréats de ce concours donc Jeunesse pour l'égalité. Vous avez 17 ans tous les deux, en terminale. Terminale à Paris? Oui. Et vous? À Paris aussi. Pareil, dans le même lycée? Non. Vous êtes où? Je suis dans le 19e au lycée Diderot. D'accord. Et vous êtes retrouvés sur un projet commun? Comment ça s'est passé? En gros, l'un de nos camarades qui est aussi lauréat mais qui n'est pas ici présent, du coup c'est l'un de mes meilleurs amis. Il avait un projet, il m'avait proposé de raconter mon histoire. J'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Après, de fil en aiguille, leur professeur leur a proposé de participer au concours. On a été l'une des vidéos sélectionnées. On est arrivé à la cérémonie et on en est sorti vainqueur. Lauréat. Wow, magnifique. Et vous avez été contacté en fait par Benny pour réaliser le film? Donc on a été deux à être dans la même classe, à être Réalisateur. Oui, voilà, on est tous les deux réalisateurs et on a demandé justement à notre ami Benny de venir pour témoigner. Écoutez, ça tombe bien, on a le film, on le regarde ensemble. Un jour, j'étais sur mon vélo, je me suis fait plaquer par des policiers, ils m'ont mis à terre. Puis après, il s'en est suivi une palpation sans aucune justification. Un des policiers, pour savoir si j'avais des substances illicites sur moi, en a profité pour mettre sa main dans mon caleçon. Puis s'en est suivi plusieurs blagues racistes. Ouais, j'en ai suivi plein, j'ai arrêté de compter, il y en a eu plusieurs. Ça a commencé très tôt. La première par un petit de l'école qui me dit hey, Bamboula. La plus choquante, je pense, qui m'a un peu marqué, c'était l'épisode où par un de mes voisins qui a utilisé une corde pour suspendre une peau de banane et la faire pendre devant la fenêtre de mon salon. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'était pendant l'été, j'étais dans un bar avec mes amis, on regardait le match France-Suisse pendant l'Euro. Et il y a une dame qui est passée, qui a eu des propos virulents à caractère raciste en me demandant qu'est-ce que je faisais ici, ce que j'avais apporté à la France. Sur le coup, je n'ai pas réagi parce que je ne savais pas comment réagir ou je n'avais pas envie de le faire. Si j'étais président, ce serait simple. Je pense que c'est par l'éducation, la sensibilisation qu'on peut régler ce genre de problème. Après, sincèrement, avec ma gueule, je ne serais jamais président. Incroyable, on finit. Bravo, ouais. Bravo, mais c'est terrifiant. Terrifiant, ça veut dire qu'en fait, vous le dites clairement, je ne serai jamais président. Oui, à l'heure actuelle peut-être, mais faut pas faire forcément des généralités. Par exemple, aujourd'hui, on vit de mieux en mieux ensemble, je trouve. Le seul problème, c'est que du fait qu'on n'ait pas tous le même vécu et qu'on puisse pas forcément tous se comprendre, il faut passer par la sensibilisation, l'éducation pour qu'on puisse arriver finalement un jour à un monde où tout le monde s'accepte sans inégalité. Et pour ça, il faut en parler, et il faut raconter, il faut avoir ce genre de témoignage pour prendre conscience que ça existe en fait. Et surtout un monde sans violence, parce que quand on voit une peau de banane qui est dressée devant vous, on a quand même envie de crier. On a envie de crier, mais après, comme on dit souvent, le meilleur des mépris, c'est le silence. Faut peut-être pas réagir à tout, parce que des fois, il n'y a pas de solution derrière. C'est des gens, c'est pas ma voix, moi, qui les fera changer. Il faudrait qu'ils prennent conscience des choses, et pour cela, il faudrait qu'ils soient informés. Mais c'est aussi votre voix à vous, et effectivement l'information, parce que tout est dans la culture, tout est dans la connaissance finalement, et la peur de l'autre. La plupart, et on les voit, certains candidats au présidentiel, font nourrir les peurs et les font grandir de manière à pouvoir se resserrer. Carla Marie Debeau, justement, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce projet? C'était quoi votre idée de départ? Notre idée, c'était pas de créer de l'imaginaire, du virtuel, mais justement de s'accrocher à un témoignage réel. Du coup, on voulait vraiment faire passer le message avec un vrai témoignage,
avec quelque chose de vraiment vécu pour toucher les gens, pour qu'ils prennent conscience que c'est pas juste des phrases et des solutions à trouver, etc., mais que c'est vraiment là et qu'il faut vraiment que ça cesse, quoi. C'est vraiment que ça cesse, c'est parce qu'on l'a dit, on l'a vu, beaucoup se plaignent de ça par rapport effectivement aux attitudes racistes de manière générale, par rapport à la police de temps en temps aussi, et cela continue de perdurer dans la tête à la fois des enfants à l'école, mais aussi des adultes. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait éduquer peut-être aussi les adultes, j'ai l'impression que c'est ça quand on voit votre film, non Benny ? Oui, un peu, mais après, c'est pas forcément des adultes, c'est plus des individus en eux-mêmes, pas des fonctions. Par exemple, on peut pas faire une généralité sur le fait que la police soit énormément violente. Le problème, c'est qu'il y a toujours des individus qu'il faut identifier et qui devraient mieux s'informer ou tout simplement ne pas faire partie de la société, vu qu'on essaye et qu'on est censé vivre dans une société où la devise de notre pays est liberté, égalité, fraternité. Il y a aussi des institutions en vrai qui sont comme ça, parce qu'on voit les boîtes de nuit, les bars, il y en a qui eux aussi témoignent de racisme, vous voulez dire ? Oui. Du racisme qu'on appelle dit ordinaire, ce qui est affreux comme terme, parce qu'en fait le racisme, point, n'a pas d'ordinarité ou pas, mais vous le voyez en permanence. Quels ont été, Tristan Bouvier, les autres films qui ont été proposés ? Alors il y en a eu, en tout, il y en a eu plus d'une centaine. Et parmi les œuvres finalistes, on a retenu du coup 20 vidéos. Et ces vidéos, elles parlent de beaucoup de sujets. Elles parlent du handicap, elles parlent des inégalités liées à l'école, des progrès qu'on pourrait faire dans le système éducatif français pour justement sensibiliser les plus jeunes, réduire les inégalités. Et il y a aussi pas mal de... Il y a une affiche que j'ai en tête aussi qui parle de la redistribution. En fait, où il faudrait faire comme les abeilles avec la pollinisation et redistribuer un peu en prenant d'une fleur à l'autre et là dans chaque foyer l'argent pour le répartir un petit peu mieux entre les différents foyers, les individus. C'est destiné à qui ce prix jeunesse pour l'égalité ? Évidemment tous les jeunes qui y participent, certes, oui. Mais vous êtes en association avec, je vois, soutenu par évidemment la République française, après l'Agence nationale de la cohésion et des territoires, le Centre Val-de-Loire. Qui est avec vous ? Qui vous porte ? Qui fait en sorte que vous existiez et de faire entendre votre voix ? Comme vous l'avez cité, on a 3 soutiens historiques, donc la mairie de Paris, la région Centre Val-de-Loire et l'ANCT, c'est l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et en fait, du coup, ils nous subventionnent pour mener cette action. Et en fait, c'est destiné à tous les jeunes de 11 à 25 ans qui se sentent concernés par le sujet, du moment qu'ils sont par équipe de 2 minimum et qui créent une affiche ou une vidéo. Et parfois, il y a des enseignants ou des animateurs en centres sociaux qui portent ce projet et qui le proposent à des jeunes. Mais parfois, il y a des jeunes aussi qui l'entendent par eux-mêmes et qui s'investissent en autonomie dans ce concours. Vous, à l'approche des élections, hein, c'est demain, est-ce que vous sentez les jeunes concernés justement par ces élections ? Là, on peut le voir en tout cas par le prisme de ce concours où on a reçu une participation énorme comparée aux éditions précédentes. On a presque doublé les candidatures. Là, il y a 3000 jeunes en fait, qui se sont investis partout en France et même à l'étranger sur ce thème. Et habituellement, on n'en avait que 1500, donc c'est vrai qu'on entend souvent que la jeunesse est un peu n'est pas forcément concernée par ces questions-là qu'on réserve souvent aux adultes. Mais nous, en fait, en créant ce thème, on a voulu montrer que les jeunes aussi, ils avaient des choses à dire pour réduire les inégalités. Vous pensez que vous pouvez faire bouger les lignes ou pas ? Tous les deux ? Bien sûr. Je pense que oui. Tous les jeunes ensemble, on est capable de faire changer les choses. Et comme il a dit Tristan, le projet l'a montré. Il a montré une image différente de la jeunesse et qui montre qu'on on réfléchit déjà, on a des idées, on est capable de faire changer les choses. Si vous avez une carte d'électeur, là, si vous êtes en âge de pouvoir voter, vous iriez voter ? Oui, bien sûr. Et tous vos camarades aussi sont concernés ? Tout le monde se sent concerné ? Oui. Tout le monde, bien évidemment, mais moi, je suis entourée de gens qui sont... La plupart. Oui, la plupart. Grande partie. Ça veut dire qu'encore, on pense que ça peut bouger, que les lignes peuvent bouger. C'est rassurant ? Oui, on a de l'espoir. C'est déjà ça. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir été là. Bravo pour ce très beau film. Si vous êtes d'accord, je le relayerai sur les réseaux. Pas de souci. Merci 1000 fois à vous. Je remontre l'affiche. Merci Carla Marie Deveau d'avoir été avec nous, réalisatrice du film et lauréate, ainsi que Benny Mamingi, lauréat aussi et comédien dans le film, mais c'est aussi votre vie. Et Tristan Bouvier, merci à vous d'avoir été sur le plateau du Grand JT d'éducation. Tout de suite, on se retrouve sur le Grand JT avec la chronique de Loïc Landreau. Alors, chers
Loïc, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, je suis très heureux d'être avec vous. Mais toujours très en forme, Loïc. Bah écoutez. Alors un sujet pourtant terriblement lourd aujourd'hui, puisqu'on va essayer de rendre le plus agréable possible, néanmoins, les châtiments corporels à l'école. Oui, c'est pas Jojo cette semaine, hein, j'avoue, je suis désolé, la prochaine fois je ferai beaucoup mieux, mais il faut en parler parce que c'est vrai que pendant des années, des siècles, des millénaires, les châtiments corporels et l'éducation étaient totalement imbriqués. Ben oui, on a des traces depuis des milliers d'années, c'est ça? Oui, 4000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des tablettes à Sumer, des tablettes où on voit un élève fouetté, frappé par son professeur. Et on en a des traces en Égypte, en Chine, en Inde antique, en Amérique précolombienne. Bref, on frappe les élèves pour qu'ils apprennent leur leçon ou si, évidemment, ils sont un peu turbulents. J'ai vu que c'était en Grèce particulièrement, il y a une histoire de formation de soldats, c'est ça? Eh bien oui, puisque à Sparte particulièrement, vous savez, qui était toujours en guerre en fait avec ses voisins, on formait les enfants entre 7 et 12 ans, à la fois l'esprit bien sûr, mais aussi le corps. Et en fait, on en profitait pour distinguer une élite. Du coup, les plus endurants, les plus robustes, les plus rageux, je dirais, ceux qui avaient vraiment la rage de vaincre au corps, eh bien, on les mettait de côté et on les prenait effectivement pour qu'ils deviennent soldats. Et ils étaient ensuite enrôlés. C'était une instruction extrêmement inhumaine puisque chaque professeur, figurez-vous, avait des porteurs de fouets qui étaient chargés de punir les élèves si toutefois ils sortaient un peu du cadre. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'expression « être sous la férule de quelqu'un ». Oui. Ça veut dire évidemment être sous l'autorité sévère de quelqu'un. La férule, c'est justement cette palette en bois avec laquelle on frappait les élèves. Donc on parle de la Grèce là, mais à Rome, c'était exactement pareil. Mais attendez, rassurez-moi, on avait conscience que c'était cruel quand même ou pas? Alors oui, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, il y a tout un mouvement de philosophes, de pédagogues qui se disent on peut décemment pas continuer comme ça. Du coup, on commence à pratiquer le jeu, à pratiquer la récompense, mais quand même, dans les faits, les maîtres restent extrêmement violents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont protégés par la loi. La loi leur permet de sévir et d'être violents si toutefois ils l'estiment nécessaire. Donc c'est vrai qu'il y a un petit mouvement, mais enfin, dans les faits... Et alors, quand l'Église s'est occupée de l'éducation, est-ce que ça a changé ? Non, pas du tout. On utilisait encore le fouet, la férule, le martinet, les ceintures de cuir aussi. Mais à la Renaissance, ça y est, enfin, bim bam, ça c'est clair. Enfin, il y a toujours les châtiments corporels, mais enfin, on commence à installer une pédagogie plus douce. D'ailleurs, écoutez ce que disait Erasmus, au XVe siècle. Lorsque le maître châtie l'enfant, la faute ne doit pas être attribuée à l'enfant, mais à la paresse et à l'incompétence du maître. C'est fort quand même de dire ça, parce qu'on transfère du coup la responsabilité. Et c'est très important. Et d'ailleurs, Erasme dénonce aussi le sadisme de certains maîtres qui, disons-le clairement, se défoulaient sur les gosses. Vraiment, il y avait vraiment ça. Et finalement, l'école va se structurer comme ça pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on s'oppose à la violence, je dirais philosophiquement, mais dans les faits, malheureusement, les enfants sont toujours victimes de châtiments corporels. Mais alors, attendez, il y a bien un moment où ça s'arrête, cet enfer. Oui, heureusement, mais vous allez voir, c'est super tard. Fin 18e, début 19e siècle, enfin, il y a toute une série d'interdictions en Europe. 1793, la Pologne. La Pologne est le premier pays à bannir les châtiments corporels. La France, c'est 1803. Néanmoins, la culture de l'autorité sèche, violente, forte, c'est toujours la norme. Voilà, c'est ça le problème. Donc, encore une fois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a la philosophie et il y a les faits. Du coup, il y a un sujet qui est quand même vraiment pris à cœur, c'est à la fin du 19e siècle, on commence à transformer ces châtiments en sanctions dites éducatives. Donc on ne frappe plus, mais on met au piquet, il y a le bonnet d'âne, parfois un peu la fessée, parfois aussi un petit peu, vous savez, les règles sur les doigts. On reste dans l'humiliation. On reste dans l'humiliation néanmoins, mais on baisse d'un degré. Voilà, on peut s'en réjouir quand même un petit peu, mais pas forcément. Et ça dure comme ça jusqu'aux années 1970-1980. La date fondatrice, écoutez, c'est le 20 novembre 1989. C'était hier. Les Nations Unies adoptent à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant, qui prévoit donc de les protéger contre toute forme de violence, notamment à l'école. Et en 1991, il y a une circulaire qui stipule l'interdiction pour les maîtres d'avoir des comportements violents avec leurs élèves. Et en l'an 2000, ça c'était pour l'élémentaire, et en l'an 2000, c'est pour les collèges et les lycées. Et puis depuis, il y a différents décrets qui sont venus un petit peu implémenter tout ça. Et donc là, ça y est, plus de violence, on n'essaye plus d'humiliation non plus, mais c'est pas partout. Moi, je me rappelle en avoir vécu, peut-être vous aussi. Mais voilà, il en a fallu du temps pour sortir de tout ça. Waouh, juste 30 ans pour que les châtiments s'arrêtent également. C'est quand même...
Ouais. Vraiment. Et vous savez que je peux dédramatiser le tout avec une petite blague. J'aime bien ça. C'est vrai. Ouais. Vous savez quel est le pays le plus cool? C'est le Yémen. Ah ouais. Le Yémen. Mais c'est-à-dire qu'il l'a faite, cette vanne, ça fait 20 ans qu'elle existe. Oui. Elle a circulé partout. Et vous ne la connaissiez pas? Mais Bah, si. ça vous a pas tilté? Si, ah mince. mais c'est juste atterré. C'est tout. Mais peut-être qu'il y a des gens, c'est chez eux qui la découvrent. Faites-la, elle est vachement bien. Une blague de l'époque de Bob Marley, en fait. Exactement, c'est ça. Ah, il a fait la deuxième vanne. C'est J'ai un les trio deux meilleurs. incroyable. J'ai les 2 meilleurs sur le plateau et c'est pour moi. Quelle Cette chance gratuité. vous avez quand même. Non, mais au-delà de cette vanne qui était vraiment très pourrie, mais que je vous remercie parce que vous savez que je les attends, je les Mais aime. oui. Donc vraiment, je vous remercie. Mais en revanche, merci pour votre avec grand chronique plaisir. qui était passionnante parce qu'effectivement, il faut le rappeler. Oui. On avance, mais tout Mais doucement. Et c'était il n'y a pas si longtemps, ces fameux châtiments. Merci Avec Loïc. grand plaisir. Tout de suite, Babette de Rosière est l'invitée de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Le chef lui a notamment raconté sa jeunesse en Guadeloupe. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Babette de Rosière. Bonjour Babette. Bonjour. Mais qu'est-ce que t'es belle, toi? Oh là là. Elle me flatte parce qu'elle veut pas trop que je lui pose de questions. Ah non, mais tu peux poser toutes tes questions, mais permets-moi quand même de dire ce que je vois. Bah, merci beaucoup. Puisque la jeunesse est belle. Merci beaucoup. Mais je suis plus trop dans la jeunesse. Hein. Ne rougis pas, ne rougis pas. Alors, vous êtes chef, animatrice de télévision, flatteuse hors pair. Oh non, pas flatteuse, c'est pas mon genre. Femme politique, et vous êtes d'ailleurs aux commandes de votre célèbre aussi restaurant La Case de Babette. Absolument, à Maule, dans les Yvelines. Et vous venez de rééditer votre livre Festin créole, déjà paru en 2006. Absolument, qui a été traduit en plusieurs langues et qui sert justement de travaux pratiques à Philadelphie dans une classe. À Philadelphie. madame. Ah ben c'est pas de ma faute, je l'ai su tout à fait par hasard. À Philadelphie, mon livre est traduit en anglais évidemment en plusieurs langues et c'est ce livre-là qui sert de base pour les travaux pratiques dans une école de Philadelphie et je suis très fière de ça. Bah, vous pouvez. D'autres projets à venir? Ah, beaucoup. Beaucoup. J'ai envie de faire une émission pour les enfants. Une émission pour pouvoir initier les enfants, pas à la malbouffe, mais justement à des petits produits simples, excellents pour la santé, et par voie de conséquence, aider les parents à mieux cuisiner. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On revient dans le passé. Oui. Oh, le passé, il est loin. Est-ce que vous avez des souvenirs d'écoliers à nous remémorer? Quel type d'élève étiez-vous? Alors moi, j'étais plutôt timide au départ, ça c'est vrai. On a du mal à J'étais timide, oh là là. On a du mal à le comprendre. Ah oui, maintenant. là on se projette moins. Mais oui, parce que c'est grâce à la vie que ça m'a... Bon. Mais j'étais un enfant timide, j'ai été élevée par ma grand-mère, mais j'adorais aller à l'école. Je me souviens encore avec mon petit tablier il y avait des en petit carré Vichy, oui. Et il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Vous n'étiez même pas avec les garçons à l'école? Non, mais quel gâchis. Avec le recul. Mais tout, école primaire, collège, lycée sans garçons? Ah oui? Ben, t'étais pas deux, c'est comme ça. Il y avait des filles de côté, école de garçons, école de filles. Mais les écoles n'étaient pas très éloignées. Ah, par exemple, ici, là, c'était l'école des filles. Et en face, il y avait l'école des garçons. Mais les filles n'avaient pas le droit et vice-versa d'aller, voilà. C'était comme ça. Voilà. Et les garçons étaient un peu brigands aussi à l'époque, ils ont bien fait. Alors moi, j'avais ma petite blouse d'écolier parce qu'on était tous habillés, toutes les filles habillées pareil. Les garçons avaient encore une autre tenue. Et moi, je me revois avec ma grand-mère, avec mon gros sac, parce que c'était des cartables énormes. Puis il fallait mettre tous les livres dedans. Ça faisait lourd. Et le plumier, parce que j'avais un plumier. C'était un plumier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un plumier? Oui, je visualise, mais c'est vrai que j'avais pas de plumier. Eh ben, le plumier, c'était une boîte en bois, il y avait le couvercle qui glissait comme ça. Et à l'intérieur, tu mettais tes crayons, ta plume, parce qu'on écrivait avec plume et encre. Ça devait être ta beau. Plume, la gomme et tout ici. Et puis, c'était précieux, le plumier. Et puis, à l'école, c'était des pupitres où on était deux. Il y avait un trou pour l'encrier, là. Une petite rigole pour mettre ta petite plume. Tout ça, c'était en bois brut. Bon, ça, je l'ai vu dans les films, moi, quoi. En fait. Eh ben, moi, j'en ai vécu. Tu vois, c'est ça. Et je prenais plaisir à aller à l'école. Et moi, je me mettais toujours derrière. Apprendre, alors? Oui, parce que j'adorais l'école. J'aimais l'école. Et j'aimais rigoler quand j'étais à l'école parce que chez moi, je ne pouvais pas. Donc, je me mettais toujours derrière avec une copine que j'avais. Et on se moquait des institutrices, on se moquait des maîtresses. On rigolait. Vous étiez coquine. J'étais coquine. Mais à chaque fois, il faut que je te dise, chaque fois que la maîtresse se retournait, moi, j'étais très sérieuse.
C'est comme si... Poker face, elle va faire ça. Ah oui, j'étais très sérieuse, c'est pas sérieux. C'est ma copine qui se faisait à chaque fois Sympa prendre. pour la copine. Vous étiez vraiment une bonne amie. Elle se faisait prendre à chaque fois. Et moi, j'étais toujours très sérieuse parce qu'il ne fallait pas que la maîtresse dise quoi que ce soit à ma grand-mère en disant que Babette, elle a été comme ci, comme ça. J'étais toujours très sérieuse. Mais c'était un moment formidable. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit de rigoler chez vous? Non, c'est pas ça. C'est que j'étais seule. Quand on en est seule, oui, vous aviez pas avec une grand-mère, tu rigoles de quoi? Elle est toujours là pour te donner des leçons de morale. Elle n'était pas commode, votre grand-mère? Si, elle était très gentille avec moi, me racontait des histoires. Je me rappelle qu'elle me racontait plein de trucs, mais rigoler avec un enfant de mon âge, non. Tu vois, parce qu'à la Guadeloupe, en temps longtemps, on peut dire ça, quand j'étais jeune, mais c'était chacun chez soi. Il n'y avait pas... on ne se fréquentait pas, par exemple, le voisin, je ne fréquentais pas les voisins, il ne fallait pas aller chez les autres. Ah, vous vous mélangez pas? Non, on n'allait pas chez les autres à l'époque, parce que les parents aussi avaient un sentiment de protection maximum pour leurs enfants. Il fallait que les enfants restent à la maison, parce que pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité dans les rues, c'était très particulier. Moi, j'ai connu ça, il n'y avait pas d'électricité dans les rues, pas dans les maisons, c'était des lampes à pétrole, donc c'était une vie un peu particulière, donc c'était pour protéger les enfants, pour que les enfants restent à la maison. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Babette de Rosière, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Tout à fait, effectivement, et c'est basé sur des témoignages réels, donc c'est la réalité. Un symptôme qui est relativement simple, la douleur, mais encore faut-il l'entendre, parce qu'il y a encore beaucoup de médecins aujourd'hui qui disent bah non, la douleur c'est normal, ça passera plus tard, ça passera quand tu auras un bébé, et non, la douleur là... Les parents qui disent je joue pas sur tes règles pour sécher le cours de gym, grand classique, par exemple, ou le prof de gym. Ou l'interro. Mais effectivement, quand la douleur empêche d'agir au quotidien et qu'elle conduit à l'absentéisme scolaire, ou plus tard au travail, c'est que c'est un signe d'appel d'une maladie potentielle. Mais ça, c'est la phrase clé. Si vous souffrez au point de ne pas pouvoir aller au lycée, ce n'est pas normal, que vous martelez à la une du livre et que Laetitia Milot, marraine d'Endo-France, l'association Tout à fait. martèle, et avec des séquelles parfois irréversibles. Alors, il y a de grandes difficultés avec l'endométriose quand elle n'est pas prise en charge correctement ou à temps. La première des conséquences, c'est l'infertilité, dans 30 à 40% des cas. Et puis ensuite, c'est considérable. Ce qui est considérable. Et ensuite, il peut y avoir des séquelles sur des dysfonctionnements sur les autres organes, comme les intestins ou la vessie, qui, s'ils sont abîmés par l'endométriose, ça va générer beaucoup de soucis et va nécessiter parfois des chirurgies très complexes. En fait, on a vraiment une génération de jeunes diplômés, de jeunes actifs qui souhaitent de plus en plus aller vraiment sur un travail qui a du sens, un travail qui a une forte contribution sociale. Et ils ont, comme l'a dit aussi Alice, cette envie d'être au quotidien, aux côtés de l'humain, de faire grandir les citoyens de demain. Donc il y a vraiment à la fois cette envie de relationnel humain, de transmettre, et en même temps cette envie d'apporter quelque chose à la société. Mathilde le disait il y a un instant, il y a un mois de formation pour commencer, c'est ça? C'est une sorte de bootcamp, du coup, comment ça se passe avant d'atterrir en REP ou en REP+. Tout à fait, donc ça s'appelle c'est une université d'été qui, en amont de leur première rentrée, qu'on change de nom. Voilà. En amont de leur première rentrée, pour justement les préparer à cette arrivée en septembre et leur donner un maximum de clés et aussi déconstruire quelques Alors c'est quoi ces clés? Ces clés, donc ça va être des clés sur, tout simplement, je vais enseigner l'anglais, je suis accompagnée sur comment construire mes cours en anglais. On a toute une formation aussi, un axe sur les compétences transversales, dont la gestion de classe, qui est quand même quelque chose qui tient à cœur et qui parfois peut faire peur aux futurs enseignants. Et il y a tout un troisième axe de formation et d'accompagnement qui est de nourrir leur engagement, leur motivation et de leur faire connaître ce qu'est le monde de l'éducation au sens large, quels sont les acteurs, les leviers d'action pour agir au mieux auprès de leurs élèves. Donc c'est des intervenants vraiment divers, à la fois des experts de l'éducation nationale, des chefs d'établissement, des enseignants bien sûr, mais aussi des sociologues, des psychologues pour qu'ils aient une connaissance vraiment de l'élève et des territoires dans lesquels ils vont enseigner. Question à 1 milliard d'euros à peu près comme une licorne. Comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle de demain? Waouh, l'intelligence artificielle de demain en plus. Donc ça veut dire que c'est un outil, une boîte à outils de l'être humain
qui permet d'aller plus vite sur plein de choses. Alors, il y a plein d'IA. Il y a une IA de la data, il y a une IA de la vision, il y a une IA du son. Enfin, il y a plein de catégories. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme la boîte à outils du plombier. C'est-à-dire qu'il vient avec ses marteaux, ses tournevis, etc. Et ben, plus tard, dans notre travail, on aura tous notre petit sac à dos numérique avec à l'intérieur plein d'algorithmes qui nous aident dans nos travails au quotidien. Donc, bien évidemment, c'est faire du code. Ce code-là donne des solutions ou nous permet de gagner du temps. Donc l'intelligence artificielle, ce sont des lignes de code qui nous permettent de gagner du temps sur tout un tas de choses dans nos métiers quotidiens. Aujourd'hui, elle n'est pas au niveau. Il y a très peu d'heures qui sont consacrées en fac de médecine à cette question-là. Ça vient enfin de changer. Depuis l'association Endo-France existe depuis 2001. À partir de 2003, on a commencé à solliciter les pouvoirs publics en leur disant il faut adapter la formation médicale parce que les médecins ne sont pas suffisamment formés. Il a fallu attendre septembre 2020 pour qu'un décret paraisse et intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Et donc, les premiers cours de gynécologie spécifique endométriose ont été donnés à partir de janvier 2021. Ok, je suis nul en maths, ça a mal pourrait vous le dire, mais ça fait 20 ans quand même, donc c'est ça. Bien. C'est ça. Donc ça a pris du temps. Hein. C'est assez ça a pris du temps et il va falloir attendre 7 ans, 7-8 ans que les étudiants actuels sortent de l'école pour être totalement bien formés. Donc il faut agir aussi sur la formation des professionnels qui sont déjà en exercice actuellement et organiser des formations continues pour qu'ils puissent se mettre à niveau. Il y a l'université d'été et deuxième point très important de l'accompagnement pendant les 2 ans, c'est l'accompagnement par un tuteur. Donc moi dans ma discipline en mathématiques, donc j'ai bénéficié de l'accompagnement pendant 2 ans et c'est toujours le cas d'une enseignante de mathématiques à qui je pouvais envoyer mes cours, qui me donnait ses conseils, qui est venue m'observer en classe, que je suis allée observer, etc. Une sorte de mentorat au final, et ça crée une sorte de dynamique de groupe ou pas? Complètement, il y a une vraie communauté, on joue collectif, j'allais dire. Et effectivement, on est une bonne cinquantaine, tu me reprendras sur les chiffres, d'enseignants accompagnés, en tout cas là pour la 2e année. Et on peut partager nos difficultés, nos réussites aussi, les petites joies du quotidien et rester motivé. C'est assurément l'un des points forts du programme, justement, cette communauté, si je puis dire. Tout à fait. L'enjeu, en fait, ça va être de réussir à créer ce collectif, en fait, qui va être un vrai soutien pendant les 2 ans. Et il y a des ateliers aussi ? Et des ateliers, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, notre accompagnement, il est à la fois personnel et professionnel, individuel et collectif. Et c'est vraiment aussi le fait d'avoir ces 4 un peu leviers qui renforcent ce programme. Et aujourd'hui, ça nous tient vraiment à cœur de lutter contre l'isolement des jeunes enseignants, parce que c'est le cas. Parfois, on commence et on est un peu seul devant sa classe. Et donc, voilà, le point fort, c'est qu'ils sont ensemble, ils se retrouvent pour partager leurs pratiques. Déjà, ils se connaissent pendant 1 mois l'été. Et après, pendant 2 ans, on continue, on maintient donc cette stimulation collective qui est... Et pour vous, ça permet de renouer avec cette vision collective qui manque peut-être parfois au sein de l'éducation nationale ? Écoutez, en tout cas, nous, on essaie de la développer un maximum et de faire en sorte que les enseignants, après, puissent parfois réussir aussi à impulser une dynamique collective au sein de leurs établissements pour que ça se diffuse un maximum. On dit souvent que forcément les biais algorithmiques, ils sont transposés par ceux et celles qui créent justement ces algorithmes, qui les codent, mais plus on fait rentrer de diversité, de parcours, de profils, de genres, plus justement on va enrichir ces algorithmes-là et non pas se baser sur des biais là aussi. Ce qui est fondamental dans cette école, où vous auriez adoré être étudiant, je le comprends, c'est qu'on va aussi aller sur 3 piliers, la technologie, l'éthique, le business, et ça c'est intéressant parce que vous le disiez vous-même, ça vous permet finalement d'aller directement chercher à la source celles et ceux qui vont peut-être être le futur de 22, mais au-delà même, c'est aussi se dire qu'on est en prise enfin avec le marché du travail et les besoins justement que vous avez en tant qu'entreprise fabricant l'IA. Le fameux mot concret. Là, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire, je suis embêté, moi, pour recruter. Je vais recruter où, comment ? Il y a Google qui recrute 3 fois le prix. Moi, je suis au milieu, je dois faire des IA. Les salaires étaient de 40 000 € il y a quelques années pour un développeur ou un ingénieur junior en deep learning, admettons. Aujourd'hui, c'est 60. Et ça n'arrête pas de monter. Donc, cette qualité, on la cherche aussi dans un ingé qui a l'habitude de voir tous les sujets, tous les projets et arrive à suivre tout au long de la vie d'un algorithme, justement, à la compétence de l'entourer. Donc, du coup, oui, c'est essentiel de pouvoir recruter.
en plus, je reviens sur Coyote. À l'époque où quand j'ai lâché Coyote et que je suis allé dans 22, c'est parce que j'avais découvert, grâce à la vision par ordinateur et la captation des panneaux de limitation de vitesse, la vision par ordinateur. On est en 2010. En 2010-2011, quand je me dis, je vais embaucher des ingénieurs en deep learning chez Coyote, je vais chercher où? Il n'y en avait pas, et cette techno-là, elle arrivait à peine. C'est qu'en 2013, 14, 15, qui a commencé à avoir les premières formations, et donc les premières personnes qui sortaient d'école en disant « Ok, je sais faire un algorithme de A à Z, si on me donne la donnée, et si on me donne le moyen de communiquer avec les capteurs. » Ah ouais, mais là, il va falloir que tu apprennes toute la chaîne, parce que c'est vraiment important de comprendre tout pour avoir une bonne performance, etc. Donc en fait, ça y est, cette technologie-là est sur le marché. Cette technologie-là est implémentée dans des systèmes qui fonctionnent. Et maintenant, on connaît toute la chaîne de valeur. Donc les écoles et les formations se mettent à reprendre toute la chaîne de valeur. Et ça commence par l'éthique, la donnée, l'apprentissage, l'inférence, tenir ensuite l'algorithme à jour, donc le réapprentissage, l'active learning, voire même l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui va dire « Oula, Algo, tu t'es planté là, clac, je fais une boucle de réapprentissage avec de la donnée qui est in situ ». Et en fait, ça commence par les premières questions et ça finit par la performance de l'algorithme au quotidien, quoi. Et donc toute cette chaîne de valeur, elle est hyper importante. Quand j'ai vraiment commencé à vraiment souffrir de cette maladie, j'ai rencontré EndoFrance, justement. Vous aviez quel âge? J'avais... Alors, j'ai commencé à souffrir à mes 16 ans. J'ai été diagnostiquée 7 ans plus tard, à 23 ans. Vous êtes en plein dans la moyenne. En plein dans la moyenne. Et donc, entre 16 et 23, vous dites « j'ai mal ». J'ai mal, personne ne m'entend. J'ai vraiment eu l'errance médicale, c'est-à-dire que j'allais voir des médecins, un urologue, un gastro-entérologue, un gynécologue, un médecin généraliste, bien sûr, qui suivait tout ça. Et chacun cherchait dans son champ. Sans aller mettre ensemble ce qui pouvait générer ce type de douleur. Et donc, 7 ans après, j'ai rencontré un autre médecin qui m'a dit, juste en m'écoutant, ça ressemble à de l'endométriose. Et là, il vous envoie faire quoi, j'imagine une... Alors, à l'époque, c'était même pas ce qu'on fait aujourd'hui. On faisait une célioscopie pour aller vérifier qu'on pensait bien à la bonne maladie. Voilà. Donc une opération qui dit ah bah oui, j'ai bien vu l'endométriose, je l'ai enlevé, mais ça peut revenir et voilà. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, heureusement, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, l'imagerie a vraiment progressé. Entre les échographies pelviennes et les IRM, on arrive à diagnostiquer correctement l'endométriose, pour peu qu'on soit un radiologue formé et habitué à chercher des lésions d'endométriose qui parfois ne font que quelques millimètres. C'est la fin de ce grand JT, c'est la fin de ce monde merveilleux du grand JT avec une équipe exceptionnelle, avec les meilleures vannes de la Terre grâce à Loïc Landreau et Michael Dorian, avec des chroniques toujours intéressantes et surtout une équipe de choc. Merci à Emma Guessé, la Gueule de la Noix, à toute l'équipe de réalisation au son et au make-up. À demain, ciao.